Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bienvenue sur ce 12e épisode de Tsunami IA. Et oui, ça fait déjà 12 semaines que j'ai commencé ce petit projet de me lancer dans la création d'un podcast dédié à l'intelligence artificielle. Et j'espère que je vais pouvoir continuer ce projet tout au long de l'année 2024. Donc projet que j'ai commencé pour l'instant fin d'année 2023. Mais j'espère bien qu'il va pouvoir durer le plus longtemps possible, au moins toute l'année 2024. Ce serait top. Je pense que ce serait une très bonne résolution à prendre. Et d'ailleurs, en parlant de résolution, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année puisque cet épisode sortira le 1er janvier 2024, puisque comme d'habitude j'essaye de sortir les épisodes le lundi matin. Et donc même si forcément je l'enregistre un petit peu à l'avance, le but c'est qu'il sorte le lundi du coup 1er janvier. Alors on est en pleine période de fête, donc forcément j'ai pas eu beaucoup de retours sur l'épisode que j'ai fait spécial Noël avec notre histoire de si on pouvait éventuellement créer un Père Noël grâce à l'intelligence artificielle. Donc si vous l'avez pas écouté, je vous recommande de l'écouter, puisque je pense que l'épisode d'aujourd'hui sera un peu plus court. Forcément, on est en pleine période de fête, donc c'est pas la période la plus simple pour enregistrer un podcast, donc je vais faire un format légèrement plus court que d'habitude. Mais sans plus tarder, on va passer à la partie news, avec comme première news une découverte qui a été faite sur la création d'antibiotiques créés grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, on a une IA qui a identifié une nouvelle classe d'antibiotiques efficaces contre le Staphylococcus aureus résistant aux médicaments SARM, une première en 60 ans grâce à l'analyse de plus de 39 000 composés. Donc en fait, pourquoi c'est quelque chose d'intéressant ? C'est qu'il y a une véritable crise de l'antibiorésistance. Donc en fait, l'antibiorésistance, c'est quand des bactéries deviennent résistantes à tous les antibiotiques qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça que on a eu pas mal de campagnes de publicité là-dessus, avec les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est parce que si on fait prendre des antibiotiques à des personnes qui sont infectées par un virus, on peut renforcer les bactéries qui pourrait y avoir, et on peut créer en tout cas créer cette antibiorésistance, ce qui fait qu'on se retrouve avec des bactéries qui résistent de mieux en mieux aux antibiotiques, et potentiellement si quelqu'un derrière a une infection avec une bactérie qui est résistante à tous les antibiotiques, il n'y aura pas de méthode pour la soigner via des antibiotiques, aucun ne fonctionnera. Et c'est un problème qui est du coup très important, puisqu'il provoquerait 150 000 infections par an qui ne pourraient être soignées via des antibiotiques connus, et ça provoque 35 000 décès par an en Europe. Donc en fait, la méthode l'équipe qui travaillait sur ce sujet, la méthode qu'ils ont utilisée, c'est qu'ils ont testé plus de 39 000 composés sur le Staphylococcus aureus, ou aureus, je vous avoue que je suis pas certain pour la prononciation, et sur des cellules humaines, pour évaluer en fait les propriétés antibiotiques et la toxicité. Et en fait, derrière ça, l'intelligence artificielle a examiné 12 millions de substances qui pourraient potentiellement fonctionner dans ce cadre-là. Et en fait, après ces nombreux tests, l'intelligence artificielle a pu détecter du coup 2 composés qui pourraient donc être utilisés potentiellement dans un futur antibiotique. Donc là encore, c'est là où on voit la puissance de frappe de l'intelligence artificielle, c'est que quand on a d'énormes quantités de données à traiter et qu'on a de nombreux tests entre guillemets à faire, qu'on a besoin de vérifier quelle structure, quel composé chimique pourrait fonctionner dans certaines situations, et qu'on se retrouve à avoir beaucoup de choses à tester, c'est là où l'intelligence artificielle devient pertinente et apporte beaucoup. Ce qui est intéressant avec ce modèle d'intelligence artificielle, c'est qu'il arrive à identifier les composés chimiques qui pourraient être efficaces, mais il arrive aussi à expliquer pourquoi certaines structures chimiques pourraient posséder certaines propriétés antibiotiques. Donc en fait, grâce à l'analyse qu'il va faire des structures chimiques, il va pouvoir vraiment déterminer quels seront leurs effets et leurs efficacités.
Ensuite, on a OpenAI et Microsoft qui sont poursuivis par le New York Times pour un usage illégal de leur contenu. Donc en fait, le New York Times a fait une plainte contre OpenAI et Microsoft en les accusant d'utiliser illégalement des millions d'articles de leur journal pour entraîner leur algorithme IA et donc aussi des choses qui pourraient ressortir du coup dans ChatGPT. Donc ils reprochent notamment le fait que ce contenu créé durant des années par le New York Times a été utilisé sans l'autorisation de ces derniers et puis qu'il y a une utilisation entre guillemets parasitaire de OpenAI et de Microsoft pour entraîner leur modèle et voilà, pour appuyer leur cas, ils ont montré des captures d'écran où on pouvait voir qu'il y avait des extraits d'articles du New York Times qui ressortaient sur Bing Chat. Donc on verra où cette plainte ira. C'est la première plainte d'un média d'envergure, on va dire, à l'encontre d'une entreprise d'intelligence artificielle aussi grosse que celle que OpenAI ou que Microsoft. Donc c'est intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer sur ce procès. Je pense que de toute façon sur le système judiciaire, il va y avoir beaucoup de jugements qui vont arriver dans les prochaines années liés à la définition un petit peu des lois en fait sur l'usage de l'intelligence artificielle. On a un peu le même sujet avec les artistes qui se retrouvent à avoir leur style copié par des intelligences artificielles créatrices d'images comme Midjourney. Donc c'est difficile de savoir comment tout ça sera légiféré dans le futur, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question là-dessus. À quel point on peut autoriser une entreprise de s'entraîner sur des données qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que, quand on a entraîné un modèle d'intelligence artificielle à recréer des images ou du texte de la même façon qu'un autre auteur, est-ce qu'on doit considérer qu'il y a des droits d'auteur ou pas ? Est-ce que, vu que c'est du contenu qui a été généré, qui est du nouveau contenu qui du coup sera différent du contenu de l'auteur en lui-même, est-ce qu'on peut vraiment considérer que il y a une copie ? Bon, c'est des choses c'est des questions, je pense, qui vont être soulevées par beaucoup de situations dans le futur, et on verra du coup comment tout ça évoluera. Après, il y a quand même des mesures qui sont en place. Par exemple, OpenAI via ChatGPT, quand vous utilisez ChatGPT et son mode de recherche sur Internet, ChatGPT ne peut pas chercher sur tous les sites Internet, puisqu'il y a des sites Internet qui rajoutent une balise sur leur page HTML qui interdit en fait l'automatisation de recherche via des robots comme ceux de ChatGPT. Donc il y a quand même des méthodes, des choses qui existent en tout cas pour empêcher les intelligences artificielles de scanner les sites Internet de journaux par exemple. Et donc typiquement, le New York Times en fait partie, leur site internet n'autorise pas ChatGPT à faire des recherches, donc si vous utilisez ChatGPT et que vous lui demandez de faire une recherche sur le New York Times, ça ne fonctionnera pas. Mais là, la question, c'est aussi de quelles données ont été ajoutées dans le dataset de ChatGPT, et est-ce que potentiellement, dans les datasets d'entraînement de ChatGPT, il y a eu des données du New York Times. Bon, on verra un petit peu comment ce procès avancera. Bon, c'est peut-être un procès d'ailleurs qui n'aboutira jamais, puisque souvent, aux États-Unis, les procès sont souvent négociés. Il y a une négociation qui se fait entre l'attaquant et l'attaqué, et au final, ils se mettent d'accord souvent sur un montant pour éviter d'aller jusqu'au jugement. Donc bon, on verra si là ce sera le cas ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est le premier gros cas juridique d'une série de cas juridiques qui vont arriver dans le futur et qui seront similaires sur le même sujet. Alors après, petite news un petit peu différente, on va dire, sur juste les salaires qu'il peut y avoir chez OpenAI et sur les salaires que peuvent avoir les ingénieurs qui travaillent là-bas. Donc j'ai trouvé l'information et je me suis dit que ce serait intéressant de vous la partager. Et donc un ingénieur de OpenAI qui est en charge du développement de ChatGPT par exemple reçoit un salaire qui est autour des 800 000 $ annuels, ce qui inclut un salaire, des bonus et aussi une partie des actions. Donc c'est en moyenne 2 fois plus élevé que ce qu'on peut retrouver chez les ingénieurs qui travaillent par exemple chez Nvidia. Et voilà, les offres d'emploi, en tout cas en ce moment chez OpenAI, sont pour des salaires d'ingénieurs sont entre 200 000 et 450 000 $ annuels, doublés par des bonus. Donc c'est comme ça qu'on arrive aux 800 000 $. C'est en incluant les bonus qu'il peut y avoir sur les performances. En tout cas, si vous ne savez pas où vous former, je pense que se former sur les intelligences artificielles, c'est quelque chose de très utile en tout cas et qui sera très pertinent. Si vous êtes actuellement dans vos études par exemple, je vous recommande de regarder
un petit peu les cursus dans ce domaine, parce qu'en fait aujourd'hui c'est très difficile de trouver des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, et c'est pour ça que forcément les ingénieurs sont recrutés à prix d'or, puisqu'en fait ils sont tout simplement très difficiles à trouver, et en plus de ça, les entreprises telles que ChatGPT, enfin OpenAI, la section avec ChatGPT, il n'y a pas énormément d'employés au final, hein, c'est pas une entreprise qui a... normalement ils ont moins de 1000 employés, puisque la dernière fois quand on avait discuté de la news où il y avait eu plus de 700 signatures, ça représentait quasiment la totalité je crois des employés d'OpenAI. Donc voilà, admettons s'ils sont 700 sur une entreprise qui est valorisée à plusieurs milliards, bon bah c'est pas forcément déconnant de se retrouver avec des ingénieurs qui ont des salaires assez élevés, d'autant plus que c'est des ingénieurs très difficiles à trouver, et qu'en plus de ça je pense qu'ils essayent de recruter les meilleurs de ce domaine-là, et donc souvent pour recruter un ingénieur il faut le débaucher d'autre part, et c'est pour ça que voilà, il y a une course aussi je pense au salaire élevé, et qu'on se retrouve avec ce genre de salaire. On verra comment tout ça peut aussi évoluer dans le futur, hein, mais je pense que tant qu'il y aura peu d'ingénieurs dans ce genre de domaine, ce sera des métiers qui seront très bien rémunérés, et vu l'avenir qu'on a avec l'intelligence artificielle et tout ce qu'il y a encore à faire en termes de recherche et de développement, je pense que c'est un domaine qui est plein d'avenir, contrairement à d'autres hein, qui eux pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est lié au métier administratif où il y a beaucoup de répétitions. C'est là où l'intelligence artificielle risque de pouvoir prendre une grande part, et donc c'est peut-être plus pertinent plus tard de se diriger vers un cursus pour devenir ingénieur en intelligence artificielle plutôt qu'un cursus pour se diriger vers un métier comme celui de comptable par exemple ou de notaire, qui sont des métiers je pense qui risquent d'être très rapidement impactés par l'intelligence artificielle, et qui vont permettre aux professionnels actuels en tout cas d'acquérir beaucoup plus de clients en gagnant beaucoup de temps grâce à des outils d'intelligence artificielle, ce qui fait que je pense que ce genre de marché-là vont devenir très concurrentiels, et très probablement que les coûts sur ce genre de domaine et de métier vont beaucoup baisser. Donc voilà, ça m'étonnerait pas que dans les prochaines années, des métiers comme celui de comptable, en tout cas que vous payez en tout cas moins cher votre comptable, puisque les comptables qui auront fait la transition seront capables de traiter beaucoup plus de clients grâce aux outils d'intelligence artificielle, et avec cette concurrence augmentée, probablement qu'il y aura une course aussi pour avoir des prix plus bas pour attirer les différents clients. Donc voilà comment tout ça pourrait évoluer. Alors toute petite news aussi, on a le modèle de Pika de génération de vidéos qui est disponible maintenant. Il était jusque-là non accessible, mais maintenant il devient accessible. Donc il est accessible via le site internet pika.art, et en fait c'est un site de génération de vidéos. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui peut être fait aujourd'hui en termes de génération de vidéos. C'est pas au même niveau que la génération d'images, hein. C'est des vidéos qui vont durer que quelques secondes, 3-4 secondes, mais on commence à avoir des rendus qui sont intéressants. Certains s'amusent à créer des montages grâce à ces petits clips de 3-4 secondes, et certains deviennent assez impressionnants, franchement, en termes de qualité. On commence à avoir des choses, je trouve, assez qualitatifs. Donc à voir comment aussi tout ça évoluera. C'est un petit peu tout ce qui se passe à chaque fois sur les news. On voit où ça en est aujourd'hui, on se demande où on pourra en être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et plus. Et typiquement sur la génération de vidéos, je pense que c'est quelque chose qui va très rapidement s'améliorer, un petit peu comme la génération d'images, et je pense que on va très rapidement pouvoir générer des vidéos de bonne qualité grâce à l'intelligence artificielle, et voire même plus tard des films, et si on imagine connecter toutes les briques qu'on a de différents outils actuellement disponibles, on pourrait déjà quasiment générer un petit film grâce à toutes ces briques, hein. On a ChatGPT qui serait capable de nous sortir un scénario sans problème, et derrière ça on pourrait générer des images avec Midjourney, derrière les animer avec un outil comme PicaArt. En mélangeant un petit peu tout ça, on pourrait, je pense, commencer à concevoir la création d'un film grâce à tous ces outils, même si aujourd'hui il y a un petit peu encore des trous, hein. La génération de vidéos n'est pas encore très qualitative, ChatGPT il va quand même avoir du mal à sortir un script complet pour un film, qui serait un long métrage, hein. Donc voilà, c'est encore des choses qui évoluent, mais je pense que très vite on pourra arriver à ce genre de niveau, et donc je me demande aussi si des entreprises comme Netflix
ou même Spotify travaillent sur ce genre de domaine pour le futur. On avait parlé un petit peu de Spotify et du fait que peut-être qu'ils devraient s'intéresser à des applications comme Suno AI qui génèrent de la musique pour eux-mêmes vendre un service de génération de musique. Et je pense qu'il pourrait y avoir la même chose pour Netflix, et peut-être que Netflix devrait commencer à s'intéresser à l'intelligence artificielle pour potentiellement dans le futur générer directement son contenu grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, je pense qu'on en est encore un peu loin, parce que pour créer du contenu de qualité ça va être difficile, mais quand on voit le coût de production d'un film ou d'une série, si ces coûts de production peuvent être réduits simplement en travaillant uniquement avec une intelligence artificielle, je pense que c'est des choses qui pourraient arriver très vite et qui seraient très pertinentes pour toutes les entreprises de création qui en tout cas créent du contenu. Et ça leur permettrait aussi, s'ils ont les accords, de faire jouer un acteur dans des milliers de films, puisque les films seraient générés par l'intelligence artificielle via des systèmes de deepfake. Donc voilà, on pourrait voir un petit peu on pourrait voir en tout cas un futur où en fait on rentre sur Netflix, on lui donne nos instructions, on veut voir tel acteur jouer dans un film d'action avec un scénario à rebondissement, taper entrée, attendre quelques secondes et avoir un film entièrement généré pour nous, entièrement personnalisé. Donc voilà, on verra si l'avenir me donne raison ou pas, mais je pense que l'avancée en tout cas sur l'IA générative nous montre que c'est des choses qui pourraient être envisageables dans le futur. Alors ensuite, on a une news concernant Apple qui a fait un partenariat avec l'université de Cornell pour générer son Large Language Model qui s'appelle Ferret. Et donc ils ont donné le code source, là il est disponible sur GitHub pour les curieux qui veulent regarder. La difficulté c'est qu'ils demandent pas mal de ressources pour le faire fonctionner, donc on verra quand ils seront capables de mettre une version en ligne qui sera un petit peu utilisable pour pouvoir tester le modèle. Là aujourd'hui c'est un peu compliqué de le tester, mais ça apporte des infos intéressantes en tout cas. Ils indiquent dans les différents articles qu'ils ont postés sur le sujet que leur modèle serait a priori meilleur que ChatGPT 4 Vision pour détecter des objets dans une image. Donc ChatGPT 4 Vision, c'est la partie qui permet de faire de l'analyse d'image sur ChatGPT. Donc si vous lui envoyez par exemple la photo d'une tasse, il va comprendre que c'est une tasse. Et ben là en fait sur ce nouveau modèle qui a été créé par Apple, on aurait une meilleure capacité de détection. Et dans les exemples, il montre une photo avec quelqu'un qui est en train de préparer un sandwich, et donc l'intelligence artificielle Ferret est capable de détecter les différents éléments qui permettent de créer ce sandwich, et à partir de ces éléments, de redonner la recette du sandwich. Donc voilà. On verra une fois qu'on aura la capacité de tester ce modèle à quel point il peut être précis et à quel point il peut potentiellement dépasser GPT-4 Vision. Ce qui m'étonne pas trop, c'est que Apple, ça fait quand même un bon moment qu'ils travaillent sur de l'intelligence artificielle au niveau de l'analyse d'image, déjà avec ce qu'ils font sur les iPhones pour améliorer leurs photos, mais aussi ce qu'ils font sur la détection de la bibliothèque, et en plus c'est des choses qu'ils font en local sur le téléphone. C'est ce qui permet par exemple, si vous avez un iPhone, de faire une recherche en tapant, je sais pas moi, par exemple voiture, et il va vous sortir toutes les photos que vous avez fait de voiture, ou en tout cas les photos où une voiture apparaît. Et c'est déjà des choses qui étaient assez bien développées sur l'iPhone, donc ça ne m'étonne pas que via ce modèle, ils arrivent à faire quelque chose qui est au-dessus de GPT-4 Vision, qui est déjà de toute façon un modèle assez précis, qui arrive à déjà très bien détecter ce qui se passe dans les images. Donc voilà, je me demande un petit peu à quoi ce modèle va ressembler, et aussi ce qu'il donnera sur la partie texte, et on verra si effectivement Apple arrive à avoir quelque chose qui est du même niveau ou d'un niveau équivalent à celui de GPT-4, puisque pour l'instant OpenAI ça reste ceux qui ont le meilleur large language model aujourd'hui, en tout cas celui qui fonctionne le mieux et qui est le plus versatile. Pour l'instant ils ont quand même une avance assez certaine sur Apple, sur Google aussi, donc on verra aussi comment tous ces modèles-là évolueront. Je pense qu'il y a une petite avance pour l'instant de OpenAI, mais cette avance pourrait très bien se réduire dans les prochains mois. Encore une nouvelle ensuite sur OpenAI qui a fait un nouveau tour de financement. En fait, ils sont plus précisément en train de discuter
de faire un nouveau tour de financement pour refinancer l'entreprise, et ce tour de financement pourrait amener l'entreprise à être valorisée à plus de 100 milliards de dollars, ce qui la positionnerait parmi les startups les plus valorisées au monde. Donc là, on dépasse très largement le statut de licorne, hein. Les licornes, c'est des startups qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars, donc là, on serait à même 100 milliards de dollars, à voir si ce financement, du coup, se fera ou pas. Et OpenAI, ils sont aussi en pourparlers avec un fonds basé à Abu Dhabi pour lever entre 8 et 10 milliards de dollars pour une nouvelle entreprise qui serait une entreprise de création de puces. Puisque voilà, on l'a vu, hein, la création de puces et la puissance de calcul, c'est vraiment le nerf de la guerre pour pouvoir entraîner tous ces modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le grand leader, c'est Nvidia, mais voilà, ce serait pas, en tout cas, je pense que ce serait pertinent pour OpenAI d'avoir leur propre entreprise et leur propre projet, pour générer leurs propres puces qui leur permettraient d'entraîner leur modèle. Et je pense qu'en plus de ça, ils savent quelles sont les puces qui seraient idéales pour entraîner leur modèle, donc avoir une entreprise qui leur permet de créer leurs propres puces pour entraîner leur propre modèle, ce serait tout à fait pertinent. Donc on verra si ce projet aussi se réalise. Et enfin, la dernière nouvelle, on a Pigeon, une IA qui localise des photos par leur arrière-plan. Alors Pigeon, ça pourrait faire un petit peu rire avec l'acronyme du coup PIGEON, parce qu'en français, voilà, c'est plutôt un animal, mais là en tout cas c'est une intelligence artificielle qui a été développée à Stanford, et en fait elle est capable de prédire la localisation d'une photo. En fait, via une image, elle est capable de prédire où est le lieu. Et elle a une précision de 92% pour identifier le pays. Quand on lui donne une simple photo, du coup, elle est capable d'identifier le pays avec une précision de 92%. Et dans 40% des cas, elle a même la capacité de reconnaître le lieu à moins de 25 km de la position réelle du lieu. Donc je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu GeoGuessr. C'est un jeu où en fait on se retrouve n'importe où sur la map monde, sur des photos qui ont été faites par Google, hein, les photos de Google Street View. Et à partir de là, il faut savoir où est-ce qu'on est, dans quel pays on est et où est-ce qu'on est géographiquement parlant. Et donc cette intelligence artificielle, elle arrive ici à se classer parmi les meilleurs joueurs, hein, dans le 0,01% des meilleurs joueurs de GeoGuessr, et elle arrive même à battre certains joueurs professionnels, hein. Et pour ça, en fait, elle s'est basée sur à peu près 400 000 images de Google Street View, donc elle a été entraînée sur des images de Google Street View, mais aussi 4 millions d'images qui venaient de Wikipédia, de Flickr et autres, pour réussir à détecter des lieux de façon précise. Donc même si forcément là on parle d'une IA entraînée sur des images de Google Street View et qui derrière doit reconnaître la localisation d'autres images de Google Street View, donc forcément les images sont similaires, mais en tout cas on pourrait imaginer avec un modèle de ce type-là qui est un peu entraîné, être capable via un arrière-plan, via une photo un peu prise à la volée, de savoir où a été prise la photo. Et donc ça, c'est un truc assez intéressant, c'est que souvent on se rend pas forcément compte des informations qu'on peut donner qui sont indirectes, hein. On se dit, on prend une simple photo à un endroit, mais des personnes qui ont suffisamment d'informations et d'entraînement pourraient être capables de savoir où la photo a été prise avec quelques indices. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on appelle l'OSINT, donc qui est en fait le renseignement open source. C'est une catégorie assez intéressante, où des personnes sont un peu essayent de trouver des informations grâce à des informations qui sont open source et disponibles de tout le monde. Donc par exemple, je sais que c'est des choses qui sont arrivées au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu des personnes grâce à l'OSINT qui ont réussi à localiser les troupes russes parce qu'il y avait des images qui étaient postées sur certains réseaux sociaux, et en regardant un petit morceau de route ou un lampadaire au bord d'une certaine route, ils étaient capables de savoir où la photo avait été prise en regardant derrière où était, en regardant des images Google Street View notamment. Et voilà, des fois ça peut être assez loin. Ils vont regarder la différence de peinture sur le bord de la route, l'espacement des lignes, voilà, le nombre de poteaux qui sont au bord de la route, et grâce à ces informations-là, qui sont en arrière-plan sur une photo, ils arrivent à savoir où la photo a été prise de façon très précise, et ce qui permet en fait d'obtenir des renseignements avec des informations qui au final sont disponibles de tous si on y passe en fait suffisamment de temps. Il y a une vidéo assez intéressante sur le sujet du youtubeur Micode qui du coup parle un petit peu de l'OSINT et qui a donné un exemple en prenant une photo d'un avion, depuis un avion du hublot de l'avion, où on voit juste un bout d'aile d'avion
et le hublot, et ben il a réussi à détecter, à trouver de quel vol il s'agissait et où la photo avait été prise exactement. C'est assez impressionnant, mais c'est vrai que en grattant un petit peu des informations qui sont publiques, je sais pas moi, le modèle de l'avion, ce genre de choses-là, en regardant la position du soleil, ce genre d'informations, même le vol, tous les vols commerciaux en tout cas, on peut retrouver les informations de chaque vol sur internet, c'est des informations qui sont disponibles de façon ouverte, et donc en combinant toutes ces informations, il a été capable de localiser du coup l'appareil et où la photo avait été prise. Et donc tout ça va un petit peu amener d'ailleurs au sujet du jour. Je voulais un petit peu parler de vie privée entre guillemets et d'intelligence artificielle. Mais avant de démarrer le sujet du jour, on va faire notre petite utilisation de l'IA de la semaine, puisque c'est la nouvelle rubrique que je lance depuis le dernier épisode, où je vous explique un petit peu quel usage j'ai pu avoir cette semaine de l'intelligence artificielle. Alors cette semaine, j'ai pas eu un usage hyper original, on va dire, en tout cas intéressant de l'intelligence artificielle, puisque c'était un petit peu la période des vacances, donc j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup travailler avec l'IA, mais j'ai quand même eu un usage un petit peu sympathique. En fait, forcément la période des fêtes, on passe du bon temps en famille, et j'ai joué à un jeu en famille qui s'appelle le Baccalauréat. Je sais pas si vous connaissez le jeu, il faut trouver un nom de personne, un nom de ville, un nom d'animal, un nom de fruits ou de légumes. Il y a une liste, je sais plus si j'en ai oublié ou pas, mais il y a une liste de différents types de mots à trouver, et on prend une lettre au hasard, et tout le monde doit trouver un mot commençant par cette lettre pour chaque catégorie. Et celui qui a trouvé en premier dit stop, et derrière ça les autres doivent s'arrêter, et on regarde un petit peu qui a réussi à trouver un mot pour chaque catégorie. On gagne un nombre de points pour chaque mot, et si on a trouvé un mot que personne d'autre n'a proposé, on gagne 2 points. Si c'est un mot qu'une autre personne a déjà proposé, c'est 1 point. Donc voilà, si jamais vous voulez jouer, c'est toujours un très bon jeu à faire. Il nous faut juste un crayon et un papier, donc voilà, si vous voulez vous occuper en famille, ça fonctionne toujours assez bien, y compris avec des enfants, c'est toujours une petite activité sympa à faire. En tout cas, j'ai eu l'idée de me dire, si on essayait de faire jouer ChatGPT dans notre partie, et voilà, c'est là où on voit aussi la puissance que peut avoir un large language model. Il nous a complètement éclaté, forcément. Face à ChatGPT, on n'avait aucune chance, je pense, puisqu'il était capable de générer à chaque fois un mot pour chaque catégorie, y compris pour des lettres qui peuvent être très compliquées, X, W, etc. Il était capable à chaque fois de nous trouver un nom de ville, de trouver un nom d'animal. C'était vraiment hyper impressionnant. Donc petit conseil, ne jouez pas au baccalauréat contre ChatGPT, vous allez perdre. Et dans le même cadre d'utilisation de ChatGPT, pour continuer sur mon usage de la semaine, on a testé une petite énigme qui était c'était un petit jeu d'énigmes où il y avait un dessin qui était un dessin avec des différents rectangles imbriqués. Et il fallait compter le nombre de rectangles, donc vu qu'ils sont imbriqués, il y en a qu'il faut compter plusieurs fois, et c'était intéressant de tester la version vision du coup de ChatGPT. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de l'énigme, donc sans même, puisqu'il y avait l'énoncé qui était directement écrit sur le morceau de papier avec l'énigme et le dessin, et donc j'ai pris une photo de l'énigme et j'ai demandé à ChatGPT de répondre à l'énigme, et il a été capable de compter le bon nombre de rectangles, donc c'est vraiment impressionnant. Donc pour pousser un petit peu le test plus loin, je lui ai donné après une autre énigme, qui était plus une énigme de logique où il fallait faire des calculs, et il a aussi été capable de la résoudre. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand il résout des énigmes, il fait en fait un code, il génère un code, et on peut voir le détail du code qu'il a généré. Il nous explique quel a été son cheminement de pensée pour résoudre le problème. Et voilà, si vous avez la version ChatGPT payante, c'est des outils auxquels vous aurez accès via ChatGPT 4. Et c'est vraiment assez impressionnant de voir ce qu'il est capable de résoudre, et simplement avec une photo il est capable de comprendre l'énoncé et derrière d'y répondre, et en plus d'expliquer le cheminement de pensée qu'il a eu. Donc c'est assez intéressant de voir où on en est aujourd'hui avec ChatGPT, et ça nous donne aussi un petit indice de ce qu'il serait capable de faire potentiellement plus tard. Alors Josh, aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de vie privée.
et d'à quel point les intelligences artificielles pourraient potentiellement menacer la vie privée de chacun. Dans la partie nouvelle, on a parlé d'une intelligence artificielle qui était capable de détecter la localisation d'une photo prise en observant le décor et le paysage, et de savoir où est-ce que la photo avait été prise exactement. Donc c'est le genre de choses que l'intelligence artificielle pourrait faire, et qui pourrait potentiellement mettre un petit peu en péril la vie privée de chacun. Et donc je voulais voir avec toi ce que tu pensais de ce sujet-là, et de est-ce qu'on doit s'inquiéter dans le futur de notre vie privée à cause de tous les modèles d'intelligence artificielle qui vont apparaître petit à petit. Ce sujet est absolument crucial et fascinant à la fois. Tu as raison de soulever cette question sur la vie privée, surtout à l'ère des progrès rapides en intelligence artificielle. L'exemple que tu as mentionné sur la détection de localisation à partir d'une photo illustre parfaitement le type de capacité que les intelligences artificielles peuvent acquérir. Ces capacités, bien que technologiquement impressionnantes, soulèvent des préoccupations légitimes quant à la manière dont elles pourraient être utilisées pour empiéter sur la vie privée des individus. D'un côté, l'intelligence artificielle peut aider à améliorer la sécurité, la commodité et l'efficacité dans de nombreux domaines, comme la gestion urbaine ou la personnalisation des services. Mais de l'autre côté, si ces outils tombent entre de mauvaises mains ou sont utilisés sans un cadre éthique et légal approprié, ils pourraient être utilisés pour surveiller, profiler ou même manipuler les individus. Les modèles d'intelligence artificielle qui peuvent identifier précisément où une photo a été prise pourraient, par exemple, être utilisés pour déduire des habitudes de déplacement, des lieux fréquemment visités ou même découvrir des lieux où une personne pourrait préférer garder son anonymat. Cela pourrait aller d'une utilisation innocente, comme recommander des restaurants à proximité, à des applications plus sinistres comme la surveillance de masse ou le ciblage individuel. La question de savoir si nous devons nous inquiéter de notre vie privée est complexe. D'une part, il est essentiel de reconnaître et de préparer les risques potentiels. D'autre part, il est également important de ne pas freiner l'innovation et les avantages potentiels que l'intelligence artificielle peut apporter. La clé pourrait résider dans une réglementation réfléchie, une conception éthique de l'intelligence artificielle et une éducation continue du public sur la manière de protéger sa vie privée. Que penses-tu? Devrions-nous nous concentrer davantage sur la réglementation, la sensibilisation ou peut-être une combinaison des deux pour assurer que notre vie privée reste protégée à l'ère de l'intelligence artificielle? Alors oui, je pense que la réglementation c'est toujours une part importante, mais je pense que la sensibilisation c'est aussi quelque chose de très 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 important. Déjà la réglementation elle sera pas forcément tout le temps respectée, surtout que dès qu'on parle d'informatique et d'information, il n'y a pas vraiment de frontières, donc c'est toujours très difficile de savoir si la réglementation va correctement être appliquée dans chaque pays et pour chaque entreprise. Donc moi je pense que c'est plutôt la partie sensibilisation qui est importante, et du coup j'aimerais savoir ton avis et savoir si tu aurais des bons conseils à nous donner en matière de préservation de la vie privée en général, et s'il y a des bonnes pratiques à avoir pour éviter que plus tard nos informations se retrouvent à être très facilement utilisées par des intelligences artificielles. Tu soulèves un point crucial. La sensibilisation est effectivement essentielle, surtout dans un domaine aussi mouvant et transfrontalier que celui de l'intelligence artificielle et de la protection des données. La réglementation joue un rôle important, mais son efficacité dépend souvent de la capacité et de la volonté des gouvernements et des entreprises à l'appliquer. Et comme tu l'as justement dit, avec l'informatique, les informations circulent facilement au-delà des frontières, rendant le contrôle encore plus complexe. La sensibilisation permet aux individus de comprendre les enjeux et de prendre des mesures proactives pour protéger leur vie privée. Voici quelques conseils et bonnes pratiques qui peuvent t'aider à préserver la vie privée à l'ère de l'intelligence artificielle. Connaissance des paramètres de confidentialité. Il est vital de comprendre et de régulièrement mettre à jour les paramètres de confidentialité sur tous les appareils et applications que tu utilises. Cela te permet de contrôler quelles informations tu partages et avec qui. Prudence avec les photos et les informations partagées. Réfléchis bien avant de partager des informations personnelles ou des photos, surtout sur les réseaux sociaux. Une fois en ligne, il est difficile de contrôler comment ces informations peuvent être utilisées ou interprétées par des intelligences artificielles. Utilisation de services respectueux de la vie privée. Opte pour des navigateurs,
des moteurs de recherche et des services de messagerie qui mettent l'accent sur la protection de la vie privée. Certains services sont conçus pour collecter moins de données ou les cryptèrent de manière à ce qu'elles ne soient pas accessibles à des tiers. Éducation continue. Reste informé des dernières nouvelles concernant la sécurité et la vie privée. Comprendre les menaces actuelles peut t'aider à mieux te protéger. Soutien à la réglementation et aux normes éthiques. Même si tu es un individu, ton opinion compte. Soutenir les lois et les politiques qui protègent la vie privée et encourager les pratiques éthiques dans l'industrie peut contribuer à un changement positif. Utilisation de mots de passe forts et gestionnaire de mots de passe. Utilise des mots de passe uniques et complexes pour chaque service et envisage l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe pour les garder en sécurité. Méfiance vis-à-vis des emails et des messages suspects. Sois vigilant face aux tentatives de phishing qui peuvent chercher à recueillir tes informations personnelles. En adoptant ces pratiques, tu peux prendre des mesures significatives pour protéger ta vie privée. Bien sûr, aucune mesure n'est infaillible, mais en combinant plusieurs stratégies, tu peux réduire considérablement les risques. Donc on va reprendre un petit peu tout ce que Josh vient de nous dire et regarder un petit peu des exemples concrets pour chacune des choses qu'il nous conseille. La première chose qu'il nous conseille, Josh, c'est de regarder les paramètres de confidentialité des applications et des sites internet qu'on utilise. Donc c'est vrai que c'est assez pertinent. Bon, le problème, c'est que souvent, les paramètres de confidentialité sont souvent assez cachés dans les applications. Je pense notamment à Facebook qui a tendance à un petit peu cacher tout ça. Mais globalement, les sites internet qui ont leurs revenus qui proviennent de la publicité, et qui donc proviennent de la collecte d'informations, ça va être le même cas pour Google, c'est des paramètres qu'ils ont tendance à un petit peu cacher et qui de toute façon sont relativement limités puisque c'est les informations personnelles qui permettent à ces entreprises de gagner de l'argent, donc forcément c'est pas non plus dans leur intérêt de bloquer toutes les informations qu'ils essaient de collecter sur vous. Et donc même s'il y a des choses qui permettent de les anonymiser en partie, de limiter parfois les données qu'on les autorise à récupérer sur nos usages, ça reste quand même quelque chose qu'il faut, ça reste quelque chose, je pense, qu'il faut regarder, en tout cas s'assurer que les paramètres sont relativement limités et qu'il faut garder en tête aussi quand on utilise des applications gratuites, puisque forcément, si l'application est gratuite, c'est que souvent le produit c'est nous via les données qu'on fournit à l'application. Le deuxième conseil que Josh nous donne, c'est de faire attention avec les photos et les informations qu'on partage. Donc oui, c'est vrai, parfois une photo qui peut paraître innocente pourrait être utilisée plus tard ou pourrait permettre de donner plus d'informations qu'on imagine. Dans les photos, il y a des informations qui s'appellent les métadatas, qui sont les informations liées à l'appareil photo qui a pris la photo. Dans ces métadatas, il peut y avoir par exemple l'heure à laquelle la photo a été prise, il peut y avoir aussi les coordonnées GPS de la photo, il peut y avoir des infos sur l'appareil qui a pris la photo, si c'est un téléphone, la marque du modèle, si c'est un appareil photo, pareil, la marque, le nom du modèle, des fois même l'objectif, la focale, énormément d'informations dans ces métadonnées. Si on fait pas attention, ces métadonnées sont toujours attachées à l'image. Quand on les partage, techniquement, on les donne au site internet. Donc, je sais pas si c'est quelque chose, par exemple, que WhatsApp fait. Il faudrait regarder dans leurs conditions d'utilisation si c'est quelque chose qui s'autorise à faire ou pas. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que, en tout cas, quand on envoie une photo via WhatsApp, ils en profitent pour vérifier où la photo a été prise, avec quel appareil, etc. C'est des données auxquelles ils ont accès. Donc c'est vrai que partager une simple photo, on pourrait se dire on partage pas tant d'informations que ça, via les métadonnées, on partage quand même finalement pas mal d'infos, et surtout quand on voit des intelligences artificielles comme celle qu'on a vue dans les news, l'intelligence artificielle Pigeon qui est entraînée sur le fait de géolocaliser des images via le fond, de détecter via une simple image où la photo a été prise, au final on peut récupérer beaucoup d'informations avec une info qui pourrait paraître banale. Et surtout, maintenant, on a la technologie des deepfakes qui arrive, on l'a vu. Les deepfakes sont de plus en plus nombreux, de plus en plus faciles à mettre en place. Donc, partager une photo, c'est aussi potentiellement prendre le risque qu'une personne puisse l'utiliser pour générer un deepfake. Donc voilà, c'est toujours quelque chose à garder en tête. Donc, il faut y penser. Quand on partage quelque chose, il faut quand même penser que
on partage l'information sur le moment, mais qu'elle pourrait très bien aussi être utilisée plus tard. Et sur les informations qu'on partage, il faut rester conscient des infos qu'on donne à chaque fois. Par exemple, si vous discutez avec une personne sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp et que vous lui envoyez des documents, je sais pas moi, votre pièce d'identité, ça reste quand même un risque que vous prenez. On ne sait pas si cette information ne sera pas utilisée, scannée par Facebook, peut-être réutilisée plus tard. Si jamais demain il y a un piratage de l'application, cette information pourrait se retrouver dehors. Donc voilà, c'est toujours des risques qu'il y a. C'est un petit peu la difficulté avec la vie privée, c'est que si on veut être certain de ne pas avoir de surveillance liée à toutes ces applications et tous ces logiciels, il faut rien utiliser. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui est même voire quasiment inconcevable. Il y a toujours des aficionados de la sécurité privée, enfin de la vie privée qui mettent en place énormément de choses pour s'assurer un maximum de leur vie privée, mais c'est souvent très contraignant. Ça passe par des outils qui sont souvent plus difficiles à utiliser. Ça passe aussi par le fait de dire non tout simplement aux réseaux sociaux, puisque par définition les réseaux sociaux sont pas vraiment faits pour maintenir la vie privée. Donc c'est quand même assez difficile dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est comme dans plein de choses, il faut trouver un bon compromis. C'est important de garder en tête que quand on partage des données sur un réseau social, sur une application, ces données, on ne sait pas vraiment ce qu'elles vont devenir. L'intelligence artificielle, elle a cette capacité de décupler le peu de données qu'on peut lui donner, d'en faire des déductions assez impressionnantes. Donc c'est quelque chose à garder en tête et c'est quelque chose, je pense, où il faut de plus en plus y penser en tout cas, puisque il y a ce véritable risque où au final, en partageant des données qui pourraient paraître banales aujourd'hui, qui étaient même banales il y a peu de temps, derrière, avec une intelligence artificielle bien entraînée, on peut en déduire énormément de choses sur la personne, et ça peut permettre dans le meilleur des cas, entre guillemets, comme Josh nous le disait, se retrouver avec de la publicité ciblée, et dans le pire des cas, se retrouver à être vraiment surveillé, et donc c'est un risque à garder en tête. Donc ensuite, Josh nous conseille d'utiliser des services qui sont respectueux de la vie privée. Alors c'est vrai qu'il y a souvent des alternatives aux GAFAM qui sont des fois des choses open source, des fois des choses où la vie privée est un peu plus mise en avant. Donc il faut y penser. Des fois on peut avoir des logiciels accessibles qui nous permettent d'avoir ce côté vie privée un petit peu mis en avant. On parle beaucoup de ChatGPT, mais il faut savoir qu'il y a d'autres modèles comme le modèle qui a été créé par Meta qui sont disponible en open source, le modèle Llama. Ce modèle-là, il est dispo en open source, donc on peut le faire tourner en local sur son propre ordinateur ou sur son propre serveur. Et donc ça, par exemple, ça peut nous permettre d'avoir accès à un large language model sans pour autant donner des informations et en s'assurant que les informations qu'on donnera au modèle restent en local sur notre ordinateur ou sur un serveur. Alors ensuite, Josh nous recommande d'avoir une éducation continue sur le sujet et de rester informé sur les dernières nouvelles concernant la sécurité et la vie privée pour comprendre un petit peu les menaces qu'il peut y avoir. Ça, je pense effectivement que c'est primordial. De toute façon, on est dans un monde qui évolue très vite, donc c'est toujours important de continuer à s'éduquer et à s'informer sur des sujets comme ceux-là. Et c'est vrai que l'informatique est devenue tellement présente dans notre vie de tous les jours que c'est important de savoir un petit peu comment ces choses fonctionnent et de savoir comment on peut aussi un peu se protéger des potentielles attaques ou en tout cas des potentielles indiscrétions que certaines entreprises pourraient avoir vis-à-vis de notre vie privée. Le point suivant, c'est le soutien à la réglementation et aux normes éthiques. C'est vrai que ça fait pas de mal de toujours soutenir les réglementations qu'il peut y avoir sur ces sujets-là, même si, encore une fois, une réglementation, je pense par exemple à la RGPD, même si elle a un impact sur toutes les grandes entreprises, et puisqu'elle s'applique à toutes les entreprises qui veulent travailler en Europe, dans la pratique, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de condamnations liées à d'éventuels non-respect de cette réglementation. Et puis c'est compliqué de prouver aussi ce que les entreprises font derrière. Si elles utilisent des données à mauvais escient, est-ce que on va vraiment s'en rendre compte? Si elles font un simple système d'anonymisation pour anonymiser les données, est-ce qu'on considère que c'est suffisant ou est-ce que les données qu'on leur donne pourraient quand même être suffisamment précises pour éventuellement reprofiler la personne? C'est des choses qui, je pense, ne peuvent pas entièrement être réglées, en tout cas par la réglementation. C'est bien effectivement s'il y a une réglementation en place, mais c'est aussi une bonne chose de savoir comment tout ça fonctionne pour éventuellement s'en prémunir et en tout cas pour se rendre compte des conséquences que peuvent avoir l'utilisation de tous les outils qu'on a aujourd'hui autour de nous, puisqu'il y a toujours un véritable
risque, en tout cas en termes de données qu'on partage. Le conseil suivant que nous donne Josh, c'est l'utilisation de mots de passe forts et éventuellement un gestionnaire de mots de passe. Alors c'est un très bon conseil de sécurité en matière générale et d'hygiène, on va dire, informatique, que Josh nous donne ici. C'est pas forcément ce qui va nous permettre de protéger notre vie privée des entreprises, mais par contre protéger nos comptes et éventuellement notre vie privée d'éventuels pirates, c'est une chose très pertinente d'avoir des mots de passe forts et en particulier d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Aujourd'hui on a souvent des dizaines voire même des centaines de comptes différents. C'est une très mauvaise pratique d'utiliser le même mot de passe sur tous ces comptes, puisque il suffit qu'il y ait un site internet qui se fasse pirater pour que son mot de passe se retrouve dans une base de données de mots de passe et que derrière on puisse très facilement pirater la personne. En tout cas, réutiliser le compte avec la même email et le même mot de passe sur d'autres sites internet pour essayer de récupérer l'accès à des comptes. Il y a de manière régulière des entreprises qui se font pirater ou elles se font voler toutes leurs bases de données d'utilisateurs et de mots de passe. Je sais qu'il y avait une très grosse fuite par exemple de LinkedIn, je crois que c'était en 2014, donc ça commence à remonter un petit peu. Mais bon, il y a des sites qui référencent un petit peu toutes les fuites de données qu'il y a pu avoir. Et c'est toujours assez intéressant de voir à quel point les mots de passe des utilisateurs sont souvent très mauvais. C'est des 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est des dates de naissance, des noms, prénoms, ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un gestionnaire de mot de passe. Donc, qu'est-ce que c'est un gestionnaire de mot de passe ? En fait, ça va créer un mot de passe très complexe dont vous ne vous souviendrez jamais pour chacun de vos comptes. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir copier-coller ce mot de passe en accédant au gestionnaire de mot de passe. Et pour ouvrir votre gestionnaire de mot de passe, vous allez avoir besoin d'un seul mot de passe qui, lui, faudra vraiment le connaître par cœur, qui sera assez long et bien sécurisé, mais une fois que vous avez ouvert votre gestionnaire de mot de passe, vous avez accès à tous vos comptes. Il y a des gestionnaires de mot de passe payants, mais il y a aussi des gestionnaires de mot de passe gratuits, notamment KeePass, qui est un gestionnaire de mot de passe open source. Donc je vous recommande de jeter un petit coup d'œil, c'est toujours plus pratique, ça permet de stocker tous ces comptes et tous ces mots de passe au même endroit, avec un mot de passe principal qui vous permettra de déverrouiller tout ça, et ça vous évitera d'utiliser le même mot de passe faible dans tous les sites internet. Après, autre technique assez utile à appliquer, c'est la double authentification, c'est quand vous vous connectez avec par exemple un SMS, ce genre de choses-là. Donc voilà, toujours des bonnes pratiques à avoir en matière de sécurité informatique et qui du coup permettent de s'assurer aussi un respect maximal de sa vie privée, en tout cas de limiter ce qui pourrait se passer avec de l'usurpation de compte où une personne pourrait récupérer l'accès à notre compte. Et enfin, le dernier point que Josh nous conseille, c'est de se méfier des emails et des messages suspects. Bon, alors c'est vrai que c'est plus un message général de prévention en sécurité informatique plus que un sujet lié vraiment à la vie privée. Mais c'est vrai que c'est quand même un sujet intéressant puisque quand on voit la capacité que les LLM ont à générer du texte de bonne qualité, ça va être aussi plus facile pour les attaquants maintenant d'envoyer des spams bien plus qualitatifs que ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que souvent, c'est des emails qui sont, on peut détecter qu'ils sont fraudulés parce que parfois, ils sont écrits un petit peu bizarrement. Il peut y avoir des fautes de syntaxe, des fautes d'orthographe, des choses qui font que le mail est un peu suspect. Bon maintenant, avec ChatGPT et les autres large language models, c'est des choses qui vont pouvoir être faites de façon bien plus précise, et donc il y a derrière un risque aussi pour que ce genre d'email soit bien plus efficace. Donc faites toujours attention aux messages et aux emails suspects, même si c'est quelque chose qui va être de plus en plus difficile à faire. Maintenant, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a aussi beaucoup de technologies d'intelligence artificielle dans l'autre sens pour détecter aussi les personnes qui envoient des emails frauduleux, ce genre de choses-là, avec les filtres anti-spam notamment. Donc c'est toujours pareil, on va avoir toujours une bataille entre ceux qui vont essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour attaquer d'un côté et ceux qui vont l'utiliser pour défendre de l'autre. Dans tous les cas, avoir des personnes qui sont un peu sensibilisées au sujet, c'est toujours une bonne chose puisque ça permet d'être un peu plus éveillé et de faire un peu plus attention quand on a une situation un petit peu suspecte. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, c'est un petit peu plus court que d'habitude, c'est dommage parce que c'est un sujet je pense qui est assez intéressant à discuter. Je pense que à l'occasion on fera peut-être un épisode dédié à la sécurité des intelligences artificielles et on pourra reparler un petit peu de cet aspect vie privée. J'espère que ça vous a quand même plu pour cet épisode, et puis sinon je vous souhaite une très bonne nouvelle année et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 et on se revoit au prochain épisode. Ciao.